Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Nous parlerons ce matin du fichier électoral national dont le processus d'actualisation a démarré avec la désignation puis l'installation, certes tardive, des membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, le COS-LEPI, mais à 3 mois de la fin de leur mandat. Où en sont Jérémy Adomaou, président de cet organe, et son équipe? On fera le point ce matin et nous dira ce qui a déjà été fait, ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent pour remettre à bonne date la liste électorale à la disposition de la Commission électorale nationale autonome pour le compte des prochaines élections municipales, communales et locales. Vous avez compris, notre invité, c'est bien Jérémy Adomaou, député à l'Assemblée nationale, membre du parti Union progressiste. Bonjour, honorable. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour vous entretenir. Je suis avec Christian Nandédian. Bonjour André Dossa, Jérémy Adomaou, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été désigné par vos collègues députés à l'Assemblée nationale. Vous avez été installé le 6 septembre dernier par la Cour constitutionnelle et le 9 septembre, on vous a élu président du COS-LEPI, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Une installation qui intervient pratiquement 2 mois après, compte tenu du délai imparti. Est-ce que vous n'êtes pas en retard sur le chronogramme, puisqu'en principe, c'est le 1er juillet qu'on devait vous installer? Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau pour parler de l'actualisation de la liste électorale. Et c'est vrai que nous avons été installés en retard, mais il faut d'abord dire que ce processus d'actualisation prend son fondement au niveau de l'article 6 du Code électoral. Et l'article 136 parle de l'organe qui va s'occuper de cette actualisation, notamment le Conseil d'orientation et de supervision, dont j'ai le privilège de présider. Et le même article précise que le Conseil est installé le 1er juillet de l'année en cours et ses attributions prennent fin le 31 janvier de l'année suivante. Comme vous l'avez noté, nous avons été désignés en retard, en août, et installés en septembre. Mais comme vous l'avez compris, cette année est une année particulière, c'est une année qui marque la fin de la 7e législature et le début de la 8e. Nous avons été installés en tant que députés à l'Assemblée le 15 mai et le temps de mettre en place les organes de l'Assemblée nationale, nous n'avons pas pu désigner les membres du COS-LEPI avant la clôture de la session en juillet, ce qui nous a amené à une session extraordinaire en août pour cette désignation, et c'est en septembre que nous avons été installés. Ça fait 2 mois de retard, vous avez raison. Est-ce que cette installation ne vient pas violer les dispositions de la loi, puisqu'en principe, vous deviez être installé le 1er juillet et votre mission prenait fin le 31 janvier de l'année suivante? Bon, ça ne viole pas la loi, quand bien même nous avons été installés en retard. Comme je vous ai expliqué, bon, il y a des difficultés de mise en œuvre de plusieurs lois que nous prenons à l'Assemblée. Nous n'avions pas le choix dans le temps, puisque une fois la 8e législature installée, il faut bien mettre en place tous les organes de l'Assemblée avant que l'Assemblée même ne puisse fonctionner et délibérer convenablement et choisir ses représentants dans toutes les instances, dont le COS-LEPI. Avec ce grand retard accusé, êtes-vous encore aujourd'hui en mesure de relever ce défi, l'actualisation, une actualisation qualitative, une bonne actualisation du fichier électoral national? Bon, c'est le grand défi à relever par mon équipe et moi-même. Vous savez, un travail qui est prévu pour une durée de 7 mois, que vous allez faire en 5-6 mois. Vous devez vous organiser autrement que les autres pour pouvoir tenir dans le délai, puisqu'il y a des dates qui ne bougent pas. La liste doit être publiée au plus tard le 15 janvier de l'année 2020. Et l'actualisation même proprement dite sur le terrain, la loi a prévu du 1er octobre au 31 décembre. Ces dates-là ne bougent pas et donc, il nous revient, mon équipe et moi, dans notre organisation, de faire en sorte de respecter toutes ces dispositions
tous ces délais de la loi et de remettre la liste à bonne date. La phase opérationnelle de l'actualisation du fichier électoral national démarre le 1er octobre. Mais cela suppose qu'il faille faire un certain nombre de tâches avant le début de ce processus. Dites-nous aujourd'hui, depuis votre installation, qu'avez-vous déjà accompli comme tâche, comme activité? Comme vous l'avez déjà dit dans votre introduction, dès notre installation, c'est-à-dire la prestation de serment devant la Cour, le 6 septembre, le 9 septembre, nous nous sommes retrouvés au COSLEPI pour mettre en place le bureau de l'institution. Et je profite encore de ce plateau pour témoigner toute ma reconnaissance à mes collègues qui m'ont fait l'honneur de me choisir pour présider l'institution. Nous avons pris l'engagement, à travers notre serment, de travailler en toute impartialité. Donc depuis ce 9, après la mise en place du bureau, nous avons travaillé, et même avant un peu le bureau, à faire une relecture du règlement intérieur et son adoption. Et après la mise en place du bureau, nous avons travaillé sur le chronogramme des différentes activités que nous allons mettre en œuvre sur le terrain pour tenir à bonne date. Et nous avons choisi déjà un peu les démembrements de l'équipe de COSLEPI dans les différents départements, les coordonnateurs départementaux, les coordonnateurs de zone. Et la loi a prévu la désignation des membres du Conseil communal d'actualisation, CCA, par l'Assemblée nationale. Cela a été déjà fait au moment où nous-mêmes nous avions été désignés. Et donc les CCA sont déjà là disponibles et n'attendent que le processus même démarre le 1er octobre pour se mettre au travail. Donc finalement, on note dans votre développement que le COS dispose d'un chronogramme, mais on apprend que jusque-là, le COS n'a même pas des locaux, n'a pas de bureau pour travailler. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Comment peut-on travailler quand on n'a pas les moyens qu'il faut? Non, le COS dispose de locaux. Déjà, je peux vous dire, il y a 2 bâtiments qui sont directement des bâtiments déjà de l'État dont le COS dispose. Ce qui est en cours et peut-être peut amener certains à dire qu'on n'a pas de locaux, c'est les bureaux pour nos collaborateurs et autres que nous cherchons. Sinon, nous disposons de locaux et de bureaux et nous nous sommes mis au travail depuis notre installation. Vous avez suivi déjà dans le déroulement de notre chronogramme. Nous avons commencé nos activités par l'atelier que nous avons organisé à Grand Popo, les 26 et 27, donc il y a 2 ou 3 jours. C'est dans le déroulement déjà normal de notre chronogramme que nous avons commencé comme ça ces activités. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous ne disposons pas de chronogramme. Le chronogramme a été validé et la mise en œuvre a même déjà commencé. Justement, avant de revenir sur les travaux de cet atelier, c'est quoi les tenants et aboutissants? Alors, vous avez pris fonction, vous avez été installé. Dans quel état se trouve aujourd'hui notre fichier électoral? Sûr et certain que vous avez déjà fait un état des lieux. Oui. Non, le fichier électoral national se trouve dans un bon état. Vous savez que tous les ans, ce fichier fait objet d'actualisation. Donc l'équipe qui nous a précédés a fait un bon travail, ce qui a permis d'organiser les élections législatives. Et donc, la liste actualisée par l'équipe qui nous a précédés est là, est disponible. Et c'est sur cette liste que nous allons travailler pour l'actualiser pour les élections prochaines. Donc, le fichier se trouve dans un bon état et c'est nous qui allons travailler maintenant pour l'actualiser pour les élections qui viennent. Vous n'êtes pas vos débuts au sein de cet organe, le COSLEPI, honorable Adomaou. Pourquoi, selon vous, pensez-vous qu'il est nécessaire d'installer chaque année un COSLEPI, puisqu'il y a l'ANT, la structure technique, qui est là et qui tient le fichier électoral national, qui veille au grain? Pourquoi est-il nécessaire d'installer un organe politique? Oui, bon, ce n'est pas un choix, c'est la loi qui l'a prévu. Vous savez, il y a l'organe technique, l'ANT, mais l'organe politique de supervision. Et comme la loi a prévu chaque année qu'il faut installer cette structure administrative ad hoc pour faire la supervision, c'est un organe, disons, qui oriente l'ANT. Et comme le processus d'actualisation est fondé sur des lois,
il est nécessaire que l'œil du législateur soit là pour que les discuter peut-être de mise en œuvre de certaines lois, que le législateur puisse prendre les dispositions pour corriger et superviser tout sur le terrain, valider le budget de l'ANT, orienter l'ANT dans les décisions qu'elle doit prendre dans le cadre de l'appurement et de l'actualisation de la liste. Donc c'est tout ça là qui est nécessaire, et comme on ne peut pas mettre un conseil d'orientation permanent, la loi n'en a même pas prévu, il est prévu 7 mois d'activité chaque année. Et c'est pour ça qu'il est utile et nécessaire encore de 7 mois d'activité chaque année avec des tâches traditionnelles que l'on connaît. En l'occurrence, cet atelier que vous avez évoqué dans un instant, on sait que c'est cette activité-là qui lance à proprement parler les activités du COS-LEPI. Quel est le sens de cet atelier? Qu'est-ce que vous êtes allé faire, par exemple, à Grand Popo? Et cet atelier, c'est un atelier d'imprégnation et d'appropriation des tests, parce que comme vous le savez, c'est l'ANT qui est permanente. Ils sont des techniciens. L'Agence nationale de traitement, c'est le bras technique de COS. Et les députés, c'est vrai, c'est nous qui avons pris la loi, mais la mise en œuvre de la loi sur le terrain, on n'est pas dedans tous les jours. Et donc, il faut d'abord revenir sur tous les fondements de cette activité et expliquer à tous les membres, y compris nos collaborateurs, le processus du déroulement de l'activité sur le terrain, les tenants et les aboutissants. Et c'est ça que nous sommes allés faire à Grand Popo avec des thématiques vraiment intéressantes. Et je puis vous dire que l'objectif a été atteint. Et donc, nous sommes sortis de cet atelier-là très satisfaits, très aguerris, prêts maintenant pour la mise en œuvre du travail sur le terrain. Parce que tous les participants ont été nourris de riches communications, de riches débats, et nous avons aussi associé d'autres institutions comme la Sénat et la Cour suprême pour nous éclairer, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Cour constitutionnelle et la Cour suprême interviennent dans le processus. La Cour constitutionnelle pour le contentieux sur la liste électorale et la Cour suprême pour le contentieux des élections communales et locales. Et donc, nous avons invité tous ces acteurs-là aussi pour nous dire dans la mise en œuvre ce que nous faisons en amont, l'actualisation de la liste, les préoccupations qui les concernent, et ça a été vraiment un riche débat pour cet atelier. Un riche débat pour cet atelier, mais il faut sans doute avoir des moyens pour organiser des ateliers, des activités de façon globale. Alors dites-nous, le COS-LEPI que vous dirigez a-t-il déjà un budget? Si oui, il est de combien? Bon, nous avons un projet de budget et vous allez me permettre de ne pas aller dans les détails puisque ce projet de budget est en plein arbitrage au niveau du ministère des Finances. Et donc, les jours à venir, vous aurez des précisions sur la monture. Mais déjà, le COS étant une possibilité... Des moyens dont vous avez besoin pour le travail, puisque vous venez de prendre connaissance de l'ampleur du travail qui vous attend, notamment à travers cet atelier. Et selon vous, ça pourrait nécessiter combien de milliards, puisque au COS, généralement, il est convenu de parler. C'est l'unité de mesure. Non, bon, c'est vrai, nous avons fait toutes les évaluations et on a besoin de moyens pour travailler. Mais il faut vous dire que dans le cadre de tout ce qui se passe déjà, que vous avez vu, c'est vrai, le COS c'est des milliards, mais nous avons pris l'engagement de travailler de façon à ne pas aller au-delà de ce qui se fait, ce qui a été fait par les COS qui nous ont précédés, rester dans les mêmes marges pour donner le résultat, le meilleur de nous-mêmes. Quand bien même nous avons été installés en retard et nous avons pris des dispositions, surtout au niveau de l'ANT, pour renforcer les équipes de travail, pour faire des rotations, renforcer les équipes de travail de jour comme de nuit, quelquefois pour pouvoir tenir dans le délai, parce que lorsque vous avez 3, 4, 5 mois pour faire le travail de 7 mois, vous êtes obligé de vous organiser autrement. Mais tout ça, nous sommes dit qu'il faut le faire en tenant dans le budget vraiment limite que les autres codes qui nous ont précédés ont eu à utiliser sans aller au-delà
parce que c'est un travail républicain et chacun de nous doit mettre du sien pour que ça soit une réussite. Alors, vous dites que le budget est en arbitrage, apparemment avec le ministre des Finances ou les cadres du ministère des Finances. Alors, quand est-ce que ce budget sera probablement validé pour que véritablement le travail puisse se faire dans des conditions optimales? Les informations que nous avons, si tout va bien, dès la semaine prochaine déjà, ce budget sera validé parce que nous avons déjà travaillé avec les cadres du ministère, 2 ou 3 séances déjà, et donc tout est fin prêt pour que d'ici peut-être la semaine prochaine, que ce budget soit validé pour que nous puissions véritablement commencer le travail du terrain. Alors, le 1er octobre, vous démarrez véritablement le travail de terrain. Le 31 au plus tard, vous aurez fini. Ça vous fait en tout et pour tout 3 mois. Êtes-vous en mesure de tenir dans ce délai si éventuellement on vous mettait le budget à disposition? Et bien sûr, ce n'est pas... Est-ce que vous avez déjà tout? Ce n'est pas un choix. Nous avons prêté serment pour... Et comme je viens de vous le dire, nous nous organisons pour. Nous avons déjà tout. En dehors du COS même et de ses démembrements, déjà au niveau du COS, vous avez le bureau que je préside avec Mme Chantal Aïe comme vice-présidente et l'honorable Noémou Domitien comme rapporteur. Nos collègues, les 8 autres membres, nous les avons répartis déjà sur les aires opérationnelles et donc quadrillé tout le Bénin, 2 départements par membre du COS. Et nous avons déjà réparti aussi les coordonnateurs départementaux et les coordonnateurs de zone. Nous en avons une 60aine. Et comme je vous l'ai dit, nous avons les membres du Conseil communal d'actualisation, les CCA désignés déjà par l'Assemblée nationale. Ils sont au nombre de 3. Un désigné par la majorité parlementaire, un désigné par la minorité parlementaire et le responsable chargé de l'état civil de la commune, qui sont déjà sur place. Et ils n'attendent que l'installation, ce qui aura lieu la semaine prochaine, pour démarrer la phase active sur le terrain. Donc, toute l'équipe est prête. Et au niveau de l'ANT, notre bras technique, nous avons déjà pris les dispositions pour les lancer pour les travaux qu'ils doivent faire en amont un peu au bureau, avant, disons, la mise à disposition des listes à afficher sur le terrain pour lancer le démarrage de la phase d'actualisation du terrain. C'est bien, Adomaou, le COS-LEPI, vous avez déjà été membre de cette institution. Quelle va être la particularité de celui que vous présidez, au-delà du fait qu'il doit apprêter la liste électorale pour les prochaines élections locales, communales et municipales? Oui, c'est vrai que tous les COS ne se ressemblent pas, même si c'est pratiquement la même activité. La première particularité, déjà, c'est le fait que nous, on est démarré en retard, 2 mois de retard, et donc cela nous amène à revoir notre organisation et à nous rendre disponibles de jour comme de nuit pour donner satisfaction. La deuxième particularité, c'est que le COS de 2019 prépare la liste pour les élections communales et locales, qui sont des élections de proximité. Et ces élections, au-delà du fait que la liste électorale pour ces élections repose sur le code électoral, et la liste repose également sur 2 lois principales. Ce sont les lois relatives aux unités administratives en République du Bénin et la loi portant cartographie électorale en République du Bénin. Vous savez, les élections communales et locales, les résultats, c'est au niveau village, c'est au niveau arrondissement. Et donc, il faut adapter ou, disons, mettre le fichier électoral national en règle avec ces 2 lois. Et ces 2 lois ont été révisées en 2015. Il y a les anciennes lois de 2013, ces lois ont été révisées en 2015, où il y a eu de nouveaux villages et quartiers de ville qui ont été créés, et de nouveaux centres de vote qui ont été créés par ces 2 lois. Et nous devons travailler à être en règle avec ces 2 lois. Et c'est ça qui fait un peu la particularité de ce COS, quand on sait tous les problèmes liés aux unités administratives dans notre pays. C'est un défi que mon équipe et moi, nous sommes engagés à relever. Le COS va travailler à mettre les 2 lois que vous avez évoquées, de 2015, donc, en règle, en tout cas en harmonie avec le code électoral, mais le COS ne vote pas des lois, le COS n'a pas l'initiative des lois. Comment comptez-vous vous y prendre?
Oui, voilà justement la nécessité que le législateur ait un regard sur l'actualisation du fichier électoral national. L'existence du COSLEPI même justifie, puisque dans la mise en œuvre de ces lois, s'il se trouve quelque part qu'il y ait des difficultés, le COS, les députés, membres du COS peuvent s'en saisir et se rapprocher de l'Assemblée nationale pour en faire une relecture de façon à faciliter la mise en œuvre. Donc c'est pour ça même l'importance de la présence des députés dans cet organe, dans cette structure administrative pour mieux faire le travail, parce que comme vous le savez, une chose est de prendre les lois, mais dans la mise en œuvre, s'il y a des difficultés, il faut aussi faire une relecture pour permettre la mise en œuvre correcte sur le terrain. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire, en des termes plus monnayés, plus simples, les problèmes que vous avez relevés ou ce que vous redoutez par rapport à ces différentes lois dont vous parlez? Bon, l'ANT a fait un point, l'Agence nationale de traitement a fait un point déjà avant notre prise de service, parce que comme vous le savez, les autres COS, notamment le COS passé, n'a pas pu travailler sur la base de ces deux nouvelles lois, les lois 2015-01 et 2015-02, qui ont complété les lois de 2013 sur les unités administratives en République du Bénin et la cartographie électorale. Peut-être aussi par manque de temps, puisque eux aussi, certainement qu'ils n'ont pas eu les 7 mois au complet pour faire le travail. Mais nous, compte tenu de la spécificité de l'élection pour laquelle nous allons préparer la liste, nous avons l'obligation de nous y conformer. Et donc, l'Agence nationale de traitement a déjà fait un point, un parallèle entre les deux lois. Entre les 4 lois, disons, puisque c'est 2 lois de 2015 qui ont corrigé aussi 2 de 2013. Et donc, un parallèle entre les 2 lois pour voir si nous prenons par exemple la loi portant sur les unités administratives en République du Bénin, le parallèle pour voir quels sont les nouveaux villages qui ont été créés par la loi 2015 et qui n'existaient pas dans la loi de 2013, quels sont les villages qui ont été supprimés. De la même manière, ils ont fait le même parallèle entre les 2 lois portant cartographie électorale en République du Bénin, celle de 2013 et celle de 2015, pour voir quels sont les centres de vote qui existaient dans l'ancienne loi et qui n'existent plus maintenant, et quels sont les nouveaux centres de vote qui sont créés, et les centres qui sont restés dans les 2 lois. Mais il se trouve que même les unités administratives, les villages, les quartiers de ville qui sont restés dans les 2 lois, il y en a sur lesquels il y a des erreurs matérielles, ce qui amène à penser que c'est de nouveaux villages qui sont créés alors que c'est toujours les mêmes. Et donc, tout ça, c'est à voir de près et voir les dispositions à prendre pour faire un travail propre qui respecte... Ces éléments-là, ça rend un peu plus ardu. En tout cas, ça complexifie la tâche pour vous. Compte tenu du délai très court, 3 mois, nous sommes déjà pratiquement au 1er octobre, voilà que le processus devrait être lancé, mais cette urgence de l'harmonisation des différentes lois, comment vous allez gérer tout ça? Parce qu'on vous voit peut-être plutôt serein compte tenu de la complexité de cette tâche-là. Bien sûr, puisque en même temps, quand nous avons pris service, nous avons déjà fait tout ce travail-là pour nous rendre compte des difficultés, de ce qu'il y a comme masse de travail, comme volume de travail à faire. Et donc, c'est compte tenu de tout ça que nous avons mis notre organisation en place. Et nous sommes sereins, certes, parce que nous pensons que nous pouvons réussir la chose. Nous allons prendre des dispositions pour. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas le choix. Nous avons des dates qu'on ne peut pas bouger. Et donc, ça devient une contrainte pour nous. Nous avons l'obligation de résultat. Et nous devons tout faire et nous nous sommes organisés pour convaincre vos collègues députés à l'Assemblée nationale de vous accompagner dans la correction de ces lois-là. Bon, lorsque vous partez avec des arguments clairs, des justifications de ce que vous voulez faire, je pense que les collègues députés, nous sommes tous là pour travailler pour la République et comprennent bien. Et je ne pense pas qu'il y aurait un obstacle
à ce niveau. Autre difficulté, peut-être, en tout cas une tâche délicate que vous aurez à accomplir, honorable Adomaou, c'est la question de la radiation des électeurs déjà disparus ou ceux ayant perdu le droit civique. De quoi s'agira-t-il concrètement? C'est vrai que la loi prévoit, dans le cadre de l'actualisation chaque année, la radiation des personnes décédées et des personnes qui ont perdu leur droit de vote. Mais pour ce qui concerne les personnes décédées, la loi a exigé des preuves. Et c'est ça qui rend difficile le processus de radiation. Parce que comme vous le savez, nous n'avons pas coutume de prendre des attestations ou des certificats de décès dans nos contrées, dans nos villages, là-bas, et même en ville. Ce n'est pas trop dans nos coutumes. Certains le font, mais pas la majorité. Et donc, souvent, c'est difficile. C'est difficile. Si on doit se baser seulement sur de simples témoignages, vous savez, les politiques, c'est un milieu très sensible. Et on peut être amené à faire des choses qui ne vont pas respecter la loi. Donc c'est pour ça que depuis toujours, les COS qui nous ont précédés, y compris le COS auquel moi-même j'avais appartenu en 2015, il nous a été toujours souvent difficile de procéder à la radiation des personnes décédées et pas manque de preuves fiables. Mais cette fois, l'Agence nationale de traitement a initié un projet que nous avons étudié ensemble à notre atelier de Grand Popo, un projet qui devrait normalement permettre la radiation des personnes décédées. Mais à l'étude, nous avons réservé un peu notre avis, parce que le projet, à notre avis, au niveau du COS, ne nous a pas apporté toutes les garanties de preuves pour procéder à cette radiation. Donc, ce que nous avons recommandé, c'est pour cette phase de radiation des personnes décédées, c'est de nous baser d'abord sur ce qui existe au niveau de l'état civil dans nos différentes communes. Parce qu'au moins, il y a quelques informations sur les personnes décédées dans certaines mairies. Et donc, nous appuyer d'abord sur ça, le temps de bien mûrir la réflexion sur le projet de radiation pour ne pas aller contre la loi. Autant on ne va pas réclamer les certificats de décès, il me semble aussi que souvent n'ont pas pris l'habitude de déclarer les morts. Les parents décèdent dans les enterres sans que ça soit conseillé dans aucun registre. C'est la grande difficulté que nous avons. Et puis, nous n'avons pas coutume aussi d'enterrer toujours dans des cimetières pour que ça serve de choses. Et il y a beaucoup qui continuent encore d'enterrer à la maison, sans informer une autorité administrative, ni le chef de village, ou le chef quartier, ni le chef d'arrondissement. C'est difficile. Et quand c'est comme ça... Il y a à faire avec les hôpitaux, par exemple. Oui, tout au moins une partie. Oui, là aussi c'est partiel. C'est partiel. Et les informations qu'on peut prendre au niveau de nos centres hospitaliers, c'est encore partiel. Ça ne peut pas permettre de faire le travail correctement. Ce que on peut faire, c'est que au niveau des registres de l'état civil, dans certaines mairies, encore, où les gens déclarent, notamment les grandes mairies, les grandes villes, où les gens déclarent avant de procéder à l'inhumation dans des cimetières et autres, on a des registres. On peut s'appuyer sur ça, mais c'est une question qui est encore réservée, sur laquelle le COS doit revenir encore pour délibérer. Et c'est ce que je peux vous dire. C'est très difficile de respecter ce processus demandé par la loi, parce que la preuve que tout le monde connaît, c'est le certificat de décès, ce que nous n'avons pas l'habitude de prendre. Et le cas des personnes qui ont perdu leur droit civique? Ça, c'est souvent par le biais des décisions de la Cour, ou des dénonciations, s'il y en a, et si ces dénonciations-là arrivent au niveau du COS et de l'ANT, nous prenons le soin de prendre toutes les informations nécessaires pour vérifier l'information avant d'autoriser le régisseur général de l'ANT à procéder à la radiation. Les COS qui vous ont précédé, même celui auquel vous avez appartenu, ont soigneusement évité cette tâche-là, la radiation, mais vous, aujourd'hui, vous semblez vouloir vous jeter dedans. Est-ce que c'est urgent de le faire? Qu'est-ce qui rend cela urgent? Bon, ce n'est pas que c'est urgent. La loi demande de radier et
les statistiques montrent au niveau de l'ANT, nous avons vérifié qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons plus de 400 000 personnes décédées depuis la mise en place du fichier électoral et qui sont encore dans le fichier. Quand bien même nous faisons l'actualisation chaque année. Nous avons beaucoup de cartes d'électeurs non distribuées, et encore au niveau de l'ANT. Et dans le lot de ces cartes, il y a certainement beaucoup de personnes décédées. Les cartes sont éditées, au cours des processus électoraux, les 300 000, je crois, cartes d'électeurs restés dans les locaux de la Sénat, en tout cas, qui n'ont pas été distribuées, vous voulez dire que ça peut appartenir à des citoyens décédés? Oui, si on fait le point, on fait le bilan et qu'on a les preuves, comme je vous l'ai dit, c'est sûr que vous allez en trouver de personnes qui ne vivent plus et dont les cartes sont encore là dans les armoires de l'ANT. Et donc, il est nécessaire de réfléchir quand même à la question. Et nous nous sommes dit, si le temps ne nous permet pas d'aller jusqu'au bout, nous allons quand même engager déjà le processus pour que le COS qui va nous succéder puisse aller au bout. Parce qu'il n'est pas normal qu'on continue de faire chaque année l'actualisation de la liste et qu'on renflouche des fiches renseignant sur des personnes qui n'existent pas et qu'au bout du rouleau, par manque de preuves, qu'on ne puisse pas les radier de la liste. Ça fausse peut-être un peu aussi les statistiques pour l'organisation des élections dans notre pays. Bien sûr, bien évidemment. En tout cas, on sera là pour suivre tout ça, pour voir comment vous allez vous y prendre, pour nettoyer la liste électorale de ces personnes décédées ou ayant perdu leur droit de vote. Rappelez-nous les grandes étapes de processus d'actualisation que vous conduisez. Le processus d'actualisation, d'abord en amont, quand le COS est installé avec l'ANT, il y a beaucoup de travaux que nous faisons pour préparer l'opération du terrain qui dure 3 mois. L'opération du terrain, la phase d'actualisation, même la loi a prévu du 1er octobre au 31 décembre. Mais en amont, nous devons travailler avec l'ANT pour imprimer la liste en l'état. Donc la liste telle qu'elle a été laissée par le COS précédent. Et donc imprimer ces listes et les convoyer au niveau des conseils communaux d'actualisation, les CCA. Et la loi prévoit normalement 2 semaines avant le démarrage du processus d'actualisation même, donc 2 semaines avant le premier. Et donc nous sommes en retard déjà sur cette phase. Normalement, à la date d'aujourd'hui, les listes devaient être déjà au niveau des CCA et affichées. Et donc le 1er octobre pour qu'on puisse démarrer la phase d'actualisation proprement dite. Et donc une fois que nous avons fini de faire ces travaux d'impression et de convoyage des listes sur le terrain, on procède à partir du 1er octobre à la phase d'affichage au niveau des centres de vote, l'affichage des listes, et avec copie bien sûr au niveau des chefs de village pour permettre à tous ceux qui sont sur la liste d'aller consulter et de voir s'il y a des erreurs matérielles à corriger sur leur identité, sur leur nom, prénom, leur âge, ainsi de suite. Et aussi permettre à ceux qui veulent changer de centre de vote, puisque l'élection étant une élection de proximité, quelqu'un qui avait l'habitude de voter à Cotonou peut décider d'aller voter dans son arrondissement, dans son village, et donc la loi lui permet de remplir des fiches de transfert pour que le COS puisse transférer son nom de son ancien centre de vote vers le nouveau qu'il aura choisi. Et donc, cette phase d'affichage et de constatation, la loi a prévu 21 jours pour cette phase. Et après cette première phase de terrain, les fiches remplies, que ce soit les fiches de transfert de vote, que ce soit de centre de vote, que ce soit les fiches de correction des erreurs matérielles sur le nom, toutes ces fiches-là sont collectées par les membres du CCA pour maintenant l'ANT, et un premier traitement est fait. Un premier traitement est fait et ces noms de ceux qui veulent faire le transfert et autres là maintenant sont enregistrés dans les kits. Et nous avons une deuxième étape de la phase de terrain, c'est qu'on retourne les kits là déjà dans lesquels on a enregistré les noms des personnes
qui ont souhaité des corrections ou des personnes qui veulent le transfert. On retourne les kits sur le terrain pour prendre des données complémentaires, des informations complémentaires sur leur biométrie et autres. Et c'est après cette deuxième phase de terrain maintenant qu'on revient faire le traitement au bureau encore au niveau de l'ANT et effectuer les dédoublonnages parce qu'il peut arriver que la personne soit dans la base 2 fois, 3 fois, 4 fois, effectuer des dédoublonnages avant de sortir maintenant la liste. Avant de sortir la liste que nous allons transmettre à la Sénat et publier au plus tard, la loi nous dit le 15 janvier. Publier au plus tard le 15 janvier, avant de faire notre rapport et d'arrêter, de mettre fin à notre mandat. C'est dans ce processus que vous intégrez les nouveaux majeurs aussi? Voilà, oui, les nouveaux majeurs et des gens qui sont déjà dans le fichier électoral. Vous savez, chaque année, il faut voir ceux qui n'avaient pas 18 ans et qui n'ont pas pu participer au scrutin passé et qui vont avoir maintenant 18 ans à la date de la prochaine élection. Il faut les intégrer. Et donc, c'est à cette étape aussi que les nouveaux majeurs sont intégrés, sont pris en compte. Et une fois les listes sorties, on établit les cartes d'électeurs, non seulement pour les nouveaux majeurs, mais aussi pour les personnes qui auraient perdu leur carte et qui vont solliciter la délivrance d'une nouvelle carte de duplicata pour pouvoir participer au vote. Donc le COS établit de nouvelles cartes et procède à la distribution par le biais de l'ANT, à la distribution de ces cartes d'électeurs-là sur le terrain. Donc voilà un peu, en résumé, sans aller dans de grands détails, le processus, le mode opératoire et le processus de l'actualisation et de la mise à jour du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée. Alors, vous dirigez un COS, l'EPI, qui a déjà fait l'objet de critiques en lien avec les dernières élections législatives qui débouchent sur la mise en place d'un COS monocolore. Comment vous réagissez à ces critiques? Oui, bon, je comprends et je trouve légitime, nous sommes en politique, ceux qui parlent de COS unicolore, parce que le COS est composé, pour ce qui concerne les députés, les 9 députés, et seulement représentés par les partis Union progressiste et Bloc républicain. Mais la question qu'il faut d'abord se poser, c'est de demander est-ce que c'est conforme à la loi? Parce que la loi ne parle pas d'opposition et de mouvance. Pour la désignation des membres du COS, la loi parle de majorité et de minorité. Et vous savez, majorité et minorité, comment c'est défini et retenu par l'Assemblée. La minorité ne signifie pas forcément l'opposition. La minorité peut être l'opposition comme mouvance. Et de même, la majorité aussi peut être minorité comme mouvance. Il se trouve que pour le cas de ce COS, et la majorité et la minorité sont toutes deux de la mouvance. Je comprends pourquoi certains collègues ou certains compatriotes parlent de COS unicolore. Mais lorsque vous rentrez dans le processus même d'actualisation de la liste, le COS n'est qu'une structure administrative de supervision. Le processus même d'actualisation prend en compte tout le monde. Tout le monde. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'affichage des listes avec copie au niveau des chefs de village et des chefs de quartier de ville. Et tous les chefs de village de Bénin ne sont pas de l'Union progressiste ou du Bloc républicain, pour qu'on parle du Nicolore. Et le conseil de village est associé, le conseil d'arrondissement est associé, les maires sont associés. La loi prévoit, le code électoral, en son article 150, permet aux partis politiques légalement constitués de participer au processus d'actualisation sur le terrain et de venir s'informer, se renseigner à tout moment au niveau du COS, comme de l'ANT, de comment le processus se déroule. Et nous avons nos portes ouvertes pour cette activité. Tous les partis politiques de la mouvance comme de l'opposition, légalement constitués bien sûr, peuvent s'y rendre et demander toutes les informations dont ils ont besoin. Et nous sommes disposés à les leur fournir. Lorsque le processus d'actualisation va démarrer sur le terrain, conformément à la loi, à ce que l'article 150 a prescrit, tous les partis politiques qui souhaiteraient accompagner le processus
dans la phase d'actualisation sur le terrain, conformément à la loi, nous sommes disposés à travailler avec les chefs avec quartier, les élus locaux, de façon générale, sont associés. la société civile aussi, et la loi prévoit toujours au niveau de l'article 150 qu'ils peuvent s'associer. Et donc, c'est un processus qui prend en compte, c'est en fait un travail républicain, c'est toute la République, c'est tout le monde qui est impliqué. Les acteurs que vous évoquez, ils ne sont pas là où on introduit les données dans le serveur, ils ne sont pas là où on traite les données recueillies sur le terrain, n'est-ce pas, ce qui peut-être fait que certains expriment. Mais ils peuvent venir s'informer et voir comment c'est introduit. Et la loi leur donne les prérogatives à la fin de réclamer même une copie non modifiable de la liste. La loi leur donne ce privilège. Et je pense, s'il y a de tricheries à faire, ils vont constater au niveau de la liste. Donc, il n'y a pas de soupçon. C'est vrai que nous sommes en politique et que, bon... Et lorsqu'on n'est pas là soi-même pour regarder de près, on peut soupçonner, on peut se faire des idées. Mais le législateur a prévu vraiment beaucoup de garde-fous pour la mise en œuvre du processus d'actualisation de notre liste. Et je pense que c'est tout ça là qui offre une garantie. Et j'invite tous les partis politiques, la société civile, à, disons, se lancer dès que la phase de terrain, ou bien même maintenant au niveau de nos bureaux, au COSLEPI comme à l'ANT, de se mettre amplement dans la danse pour que nous puissions réaliser un travail parfait conformément à la loi. Donc on a retenu avec vous que le 15 janvier, la liste électorale sera transmise à la Sénat pour lui permettre de bien organiser les élections municipales. 15 janvier ou plus tard. En tout cas, c'est ce qu'indique la loi. Vous avez déjà pris contact avec la Sénat? Vous avez déjà... Nous les avons invités à notre atelier. Nous avons plusieurs contacts, pas seulement avec la Sénat, dans les jours à venir, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Sénat et la PDP, pour la protection des données à caractère personnel. Donc toutes ces structures, toutes ces personnalités de la République, nous avons au programme de les rencontrer, d'échanger avec eux. Nous avons déjà commencé lors de notre atelier à prendre langue avec la Sénat et la Cour constitutionnelle, la Cour suprême. Nous allons poursuivre avec les autres institutions de la République pour qu'ensemble, on puisse partager avec eux les difficultés qu'ils ont dans la suite du processus quand nous avons fini de mettre la liste à disposition, surtout les problèmes qu'ils ont au niveau du contentieux pour ce qui concerne la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, échanger un peu avec toutes ces institutions et prendre en compte leurs doléances afin de faire un travail propre à bonne date. Merci, honorable Jérémy Adomarou, président du COSLEPI. Nous allons changer de sujet. Vous êtes, c'est vrai, président du COSLEPI, mais vous êtes aussi député, donc homme politique. Et avec vous, nous allons à présent aborder quelques sujets brûlants de l'actualité nationale. Les frontières nigérianes sont toujours fermées, honorable Adomarou, mais cela nous semble préoccuper les acteurs politiques. Pourquoi ? Non, ça semble dire ou ça semble comprendre que cela n'est pas une préoccupation des acteurs politiques. Ce n'est pas toutes les préoccupations qui font objet de disons, tapage médiatique. Et c'est vrai que c'est triste ce qui se passe, c'est regrettable un peu que cela se passe comme ça, que de façon unilatérale, que notre voisin décide un jour de nous fermer la porte. Cela n'est pas très bien, à mon avis, mais c'est des situations qui arrivent et il faut faire avec. Mais lorsqu'on dit que ça ne fait pas l'objet de préoccupation, mais ça fait l'objet de préoccupation, même au plus haut niveau. Et seulement, il y a des questions sur lesquelles, lorsque votre voisin vous ferme la porte comme ça, et que c'est des questions de diplomatie et autres, vous n'avez pas besoin d'étaler sur la place publique tout ce que vous faites, tout ce que vous faites tous les jours, pour ramener de l'ordre, pour ramener la situation à ce qu'elle était avant. Et donc, je ne suis pas de ceux qui pensent que rien ne se fait ou bien qu'il y a un silence absolu. Et nous partageons les peines des populations et de toute la population du Bénin pour ces frontières-là qui sont fermées et qui nous créent des problèmes aussi bien au Bénin qu'au Nigeria.
Hein, parce que l'oiseau qui appelle la pluie, lui aussi, il ne manquera pas. C'est une situation difficile à vivre des deux côtés. Mais je vous assure que beaucoup de choses se font au plus haut niveau et la situation sera décantée peut-être d'ici quelques jours. Alors, on reproche à l'Assemblée nationale de ne pas se préoccuper de la question puisque jusque-là, on n'a pas entendu les députés, par exemple, à l'Assemblée nationale interpeller le gouvernement ou se prononcer officiellement sur la situation. Comment je vous le dis, c'est que ce n'est pas forcément devant les médias que cela se fait. Bon, pour l'interpellation du gouvernement, je vais en venir, mais se prononcer sur la situation, et je pense que tous les acteurs politiques travaillent à ça. Et ce n'est pas forcément quand il n'y a pas eu une conférence de presse et autres qu'on puisse dire que les acteurs politiques ne pensent pas à la chose. Mais pour ce qui est des questions d'actualité, c'est vrai, ça peut arriver que les députés se penchent sur la question et poser une question d'actualité au gouvernement dessus. Mais vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en vacances parlementaires et n'eût été la session extraordinaire demandée par le gouvernement pour des dossiers brûlants la dernière fois et on ne serait pas retourné à l'Assemblée nationale pour disons, travailler. Les députés vont accepter, ouvrir une session extraordinaire demandée par le gouvernement pour des questions de ratification, mais la question de la fermeture des frontières avec le Nigeria n'a pas nécessité une telle urgence, une telle diligence de la part de l'Assemblée nationale? Non, tout est important. Ce n'est pas que la fermeture des frontières est négligeable par rapport à une ratification, mais une ratification où peut-être si vous ne la faites pas dans le délai, vous allez perdre des crédits pour le pays, alors que nous avons besoin des ressources pour développer notre pays, c'est aussi tout aussi important. Vous savez... Dans son discours à l'occasion de l'ouverture des travaux de l'université de vacances du PRD, l'ancien président de l'Assemblée nationale, votre ancien collègue Adrien Mbedi, semblait s'en indigner également pour dire les députés tout au moins peuvent, au moyen d'une question orale avec débat, interpeller le gouvernement pour permettre aux citoyens de savoir qu'est-ce qui est fait jusqu'à présent pour dénouer cette situation. C'est vrai, j'ai suivi et je respecte sa parole, la parole du président Mbedi qui le demande, c'est bien. Bon, mais ce que je tente de vous expliquer, c'est que ça peut arriver à tout moment, hein, ces questions-là. Donc, rien ne montre même que ces questions, qu'il y ait des députés déjà qui aient laissé ces questions au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est possible. Je ne suis pas dans le bureau pour, disons, donner la preuve ici. Mais c'est de vous dire que ce n'est pas seulement par cette voie qu'on peut régler le problème. Il y a certains problèmes de la République, les problèmes de sécurité, les problèmes de diplomatie. Et il y a des manières très appropriées pour les aborder. C'est dans ce sens que moi je vois tout ce qui se passe maintenant et que certains pensent que c'est un mutisme total, que les autorités, les élus ne penchent pas sur la question. Voilà ce que je peux vous dire. Certains auraient voulu voir les députés, par exemple, former une délégation et se rendre au Nigeria, par exemple, échanger avec leurs collègues nigériens pour forcer un tant soit peu la main à l'exécutif nigérien afin que les barrières soient levées au plus vite. Et qu'est-ce qui vous prouve que cela n'est pas déjà fait? Je vous ai dit, il y a des délégations qui sont parties, mais pas forcément avec... des presses pour montrer à tout le monde que ceci se fait, cela se fait. Il y a beaucoup de choses qui se font actuellement sur ce dossier et le moment venu, vous aurez l'éclairage, j'espère bien sûr, de tout ce qui a été fait. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que très vite, la frontière soit ouverte pour permettre à nos deux pays de continuer à fonctionner comme avant et surtout à nos opérateurs économiques de continuer à écouler leurs produits. Les produits, bien sûr, recommandés par la loi, et cela va faire le bonheur de nos deux pays et de nos deux peuples. Les forces Cori pour un Bénin émergent ont obtenu leur récépissé, c'est-à-dire que c'est un parti légal qui existe désormais en République du Bénin. Bonne nouvelle pour vous? C'est toujours bien que en politique que vous ayez d'autres partis politiques pour animer la vie politique sur le terrain avec vous et vos concurrents. C'est ça qui donne beaucoup plus de choix à nos populations et de
partager ensemble avec eux nos visions, nos projets politiques et de leur permettre de faire les choix les meilleurs. Donc, on ne peut pas dire que c'est mauvais, qu'il y ait du nouveau. Vous le dites avec un petit sourire en coin, honorable. Nous leur souhaitons la bienvenue. Un parti politique, en tout cas comme FCBE, parti d'opposition, qui sera là désormais pour vous donner le change pendant au moins les prochaines joutes électorales. Vous n'aurez plus qu'à affronter le bloc républicain. Forcément, vous vous dites, ça vous rendra la tâche plus dure, forcément. Pas plus dure, mais ce n'est pas aussi un problème, puisque ce n'est pas la première fois que nous allons nous affronter sur le terrain. Ce n'est pas la première fois. La première fois que le passé, l'Union progressiste affrontera un vrai parti d'opposition. Oui, bien sûr, mais avant la naissance de l'Union progressiste, on s'affrontait sur le terrain. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que, avec les nouvelles réformes politiques, nous sommes devenus un parti encore très fort que nous allons craindre d'affronter d'autres partis politiques. C'est maintenant même que nous sommes davantage aguerris, nous sommes encore plus forts pour faire le combat politique sur le terrain. Et c'est pour ça que cela ne m'inquiète pas du tout. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous attendons le terrain pour trancher pour la suite. Voilà, vous leur souhaitez la bienvenue, mais plutôt que ce récépissé unisse les membres, Force Coripo Bénin émergent, ça les divise. Comment est-ce que vous appréciez cette situation? Quelle lecture avez-vous de ce que nous observons? Bon, je ne suis pas dans le groupe pour savoir réellement le problème qui se pose, seulement que c'est un peu triste ce que nous lisons. Si tout ce que nous lisons sur les forats et autres là, c'est juste, c'est vérifié, c'est un peu triste d'en arriver là. Et seuls eux-mêmes savent les problèmes qui les amènent à cette division. Et je pense que c'est encore à leur niveau, dans leur groupe, qu'ils pourront tirer des ressources pour trouver... Est-ce que dans votre position, vous n'avez pas un sourire dans le coin du fait de ce qui leur arrive aujourd'hui comme situation un peu complexe, un peu difficile? Non, comme je vous l'ai dit, nous, quel que soit le parti constitué, nous sommes organisés, nous sommes prêts, nous avons formé notre groupe, le G1, l'Union progressiste, et nous sommes prêts à affronter n'importe quel parti politique sur l'échiquier national, et dans notre combat, dans notre vision, dans notre projet de société. Et donc, nous n'avons pas à nous réjouir des difficultés des uns ou des autres. Tout ce que nous souhaitons, c'est que, conformément à la loi, les gens se préparent comme nous pour que le combat politique sur le terrain, le débat de projet de société sur le terrain, que ça soit une réalité. C'est ce que nous pouvons offrir de meilleur à nos populations en tant qu'acteurs politiques. Pourquoi remettre aux Force Coripo Bénin émergent le récépissé si c'est pour les déstabiliser, c'est pour les diviser, comme le pense une frange des militants de ce parti? Non, moi je ne pense pas que le récépissé, d'abord le reçu ne leur a pas été remis. Le récépissé leur a été refusé sous des observations. Et ils ont rempli les conditions certainement. Et le ministère de l'Intérieur leur a délivré le récépissé. Ça s'arrête là. Et donc, toute la polémique autour, c'est à eux-mêmes d'aller chercher oui, aujourd'hui, personne n'a vu trace de ce congrès qu'ils ont pu organiser pour répondre aux exigences du ministère de l'Intérieur. Et puis, voilà, on leur attribue ce récépissé. Ça paraît bizarre aux yeux de non, il n'est pas écrit quelque part que pour faire un congrès, il faut forcément amener la presse. Je comprends bien, puisque moi-même, je n'ai pas suivi quelque part où, sur une télévision ou à travers une radio qu'il y a eu un congrès. Mais puisque la loi ne fait pas obligation, on peut comprendre qu'ils ont fait leur congrès peut-être sans la presse. On peut comprendre. Je ne suis pas là pour justifier ce qu'ils ont fait, mais tout ce que je peux expliquer, c'est qu'à un moment donné, ils ont respecté la loi et ils se sont vus délivrer leur certificat de conformité. Vous avez beaucoup d'amis parmi eux, beaucoup d'anciens collègues. Vous avez sans doute pu échanger avec quelques-uns pour savoir concrètement ce qui se passe. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour que ce parti se retrouve? Non, je n'ai pas de solution à proposer pour un parti concurrent. Comme je l'ai dit, la difficulté, c'est venu à l'interne de leur parti. Et je crois bien qu'à l'interne, ils trouveront encore les ressources pour s'en sortir.
c'est le mieux qu'on puisse le souhaiter. Comment l'Union progressiste prépare-t-il ou prépare-t-elle l'Union progressiste les prochaines échéances électorales? Vous avez observé sur le terrain que nous sommes présents depuis le 1er décembre que le parti est né. D'abord, les élections législatives ont montré que nous sommes le premier parti politique et le plus grand au Bénin aujourd'hui. Ça, ce n'est plus à démontrer. En attendant d'affronter... Voilà, et non, cela ne nous gêne autrement. Nous nous préparons à montrer, à prouver encore, quels que soient les partis politiques qui seront présents aux élections communales et locales, nous nous préparons encore activement pour toujours démontrer, confirmer à la population que nous sommes le plus grand parti politique et le géant, comme nous le disons tous les jours. Et donc, vous avez observé, il y a quelques jours, nous avons organisé les journées de l'Union progressiste et pour faire un peu le point de notre parcours et travailler sur le militantisme, c'est ça qu'il nous faut beaucoup plus aujourd'hui maintenant. Et nos équipes sont sur le terrain, nous préparons aussi notre prochain congrès de décembre, si tout va bien. Et donc, tout est mis en œuvre au niveau du parti l'Union progressiste pour que nous participions pleinement, activement et avec de très très bons résultats aux élections communales et locales prochaines. Et donc, c'est ce que je peux vous dire sur l'organisation du parti. Déjà une idée de celui qui prendra la tête du parti au prochain congrès? Non, c'est trop tôt de le dire. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de fond qui se fait déjà dans les coulisses? Non, pour le moment, et conformément à nos tests, nous préparons pour la mise en place de nos structures déconcentrées, et la mise en place des cellules de base et autres, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes toujours dans la période transitoire. Et donc, c'est dans cette période-là, toutes les activités que nous avons prévues mettre en œuvre, nous les déroulons, nous sommes en train de les dérouler au fur et à mesure. Et donc, nous nous préparons pour la mise en place des structures de base du parti. Et à la suite de ça, aller au congrès. Et donc, comme vous allez tout suivre du début jusqu'à la fin, et vous serez informés au temps opportun. Honorable Jérémie Adomarou, président du COS l'EPI, membre du parti Union progressiste, la rentrée scolaire elle a eu lieu. Les parents ont pu, comme ils ont fait, inscrire leurs enfants comme ils ont pu. Vous défendez le social au sein de l'Union progressiste, ça vous a préoccupé? Qu'est-ce que l'Union progressiste a peut-être, je ne sais pas, pensé de cette rentrée, des conditions dans lesquelles les parents ont pu organiser la rentrée de leurs enfants? Oui, bon, c'est vrai que on continue de vivre un peu la morosité, mais il faut observer que depuis un certain temps, ça a commencé progressivement par connaître une amélioration. C'est difficile, c'est pour tout le monde, mais vous savez, dans les périodes de réforme, c'est toujours comme ça. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de réforme sans un peu de grincement dedans. Mais il faut observer que depuis le budget 2019, dont la mise en œuvre tend vers la fin, et le gouvernement a fait beaucoup de social. Et j'ai suivi l'approbation en Conseil des ministres du budget 2020, qui sera envoyé à l'Assemblée. Il est encore prévu beaucoup de social. Et même la rentrée dont vous parlez maintenant, le gouvernement, dans sa réforme, a fait aussi beaucoup de social, en revoyant un peu la manière dont on recrutait les professeurs vacataires pour prendre maintenant des aspirants au métier d'enseignant, avec un contrat quand même en bonne et due forme sur une durée donnée. Tout ça, ça participe au social. Et je pense que nous allons continuer à encourager, à soutenir le gouvernement pour que davantage le social soit le quotidien de nos populations. Ceci va permettre quand même à nos paisibles populations de mieux faire tout ce qu'ils ont à faire, de mieux se comporter pour que vraiment la vie soit plus ou moins facile pour nos compatriotes. Ce budget qui connaît une petite amélioration, en tout cas augmentation. C'est vrai, vous aurez à l'étudier pour le voter, honorable, mais est-ce que ça vous paraît raisonnable dans un contexte de fermeture des frontières? Bien sûr. Bon, vous savez, et c'est l'occasion aussi qu'on réfléchisse suffisamment sur cette question-là. Comme on le dit souvent, et quelque chose au malheur aussi, bon, nous ne devons pas toujours continuer de nous appuyer sur les échanges de contrebande pour dire, bon, ça
ça n'a jamais fait avancer une économie. Et donc, si on peut profiter même de cette situation pour réfléchir, trouver d'autres solutions pour renforcer notre économie que de toujours s'appuyer sur la contrebande, sur l'informel, ce serait vraiment formidable pour notre pays. Et je pense que le gouvernement pense à ça. Il faut profiter de cette situation maintenant pour faire des réformes. Donc moi, je ne doute pas que, malgré cette fermeture, que le gouvernement puisse trouver des moyens pour faire augmenter le budget par rapport à 2019. Et quand on voit tout ce qui se fait déjà au niveau du gouvernement, on ne doit pas s'étonner d'une pareille situation. Vous allez observer que depuis 2016, le budget de l'État va en croissance chaque année. Et ça, c'est un élément aussi important de la bonne tenue de l'économie de notre pays. Et nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement à continuer, à persévérer. Parce que si vous n'avez pas de possibilités à travers des réformes d'augmenter les recettes de l'État, vous ne pouvez pas tous les jours en train de vouloir faire accroître votre budget. Et donc, nous félicitons, encourageons le gouvernement à poursuivre ces réformes afin que nous ne soyons plus très dépendants, surtout à travers l'informel, et bien que nous puissions faire des réformes de fond pour vraiment faire asseoir une économie durable, une économie pour vraiment l'avenir. On va finir par où on a commencé. Le 1er octobre, c'est déjà là, tout près. Est-ce qu'on pourrait assister cette semaine au début de l'affichage des listes? Ce que je peux dire, c'est que même si ça ne démarre pas, l'affichage ne démarre pas en même temps la semaine prochaine, la semaine d'après, ça va commencer. La semaine prochaine, ce que nous envisageons de faire, c'est de déployer nos superviseurs des aires opérationnelles sur le terrain pour l'installation des conseils communaux d'actualisation et des coordonnateurs départementaux, des coordonnateurs de zone. C'est le démembrement pour ce qui concerne les CCA qui sont désignés depuis notre désignation aussi à l'Assemblée. Les autres viennent d'être désignés et il faudrait les installer avant de commencer par convoyer les listes vers les CCA pour l'affichage. Donc la semaine prochaine, c'est l'activité principale que nous avons à faire, c'est l'installation des CCA, l'installation des coordonnateurs départementaux et des coordonnateurs de zone. Et la semaine d'après, nous allons poursuivre avec le processus en convoyant les listes pour l'affichage. Comme je l'ai dit, nous avons connu de retard, conformément à la loi. Voilà, nous avons connu de retard parce que cette phase de convoyage devait commencer depuis le 15 septembre. Mais c'est dû à notre installation aussi un peu en retard. Mais nous mettrons bouchée double et je prends l'engagement devant la République, conformément à notre serment, et au nom de tous mes collègues, que le défi sera relevé et la liste sera disponible à bonne date, donnée à la Sénat et publiée au plus tard le 15 janvier 2020, comme la loi l'a prévu. C'est noté. Jérémy Adomangou, député à l'Assemblée nationale, membre du parti Union progressiste et surtout président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous souhaitons une excellente suite de journée dominicale. Merci à vous, Christian Nandéguin, de notre compagnie. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche en 8 sur Zone Franche.